vous allez acheter à plusieurs un actif, participer à une opération d'une certaine manière de marchand de biens, sortir du risque de l'opérateur parce que vous possédez l'actif et en plus de ça, vous allez avoir une rentabilité qui est de l'ordre de 15%. Donc c'est quand même quelque chose aujourd'hui. Enfin, on a du mal quand même à trouver des produits qui rentabilisent autant son investissement. Une opération qui, à une époque, était 100% commercialisée, était, à notre vue, quand même vraiment dérisquée. Aujourd'hui, il y a quand même le risque que ça revienne sur le marché parce que les acquéreurs n'aient pas leur financement. On compare le financement de fonds propres avec une caution personnelle comme garantie à une opération où on finance un actif avec une LTV à 60% avec une fiducie et on le fait à 10%. Mais le risque, il n'a rien à voir. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Porté par des taux de crédit historiquement bas, le crowdfunding immobilier a connu une forte croissance en France ces dernières années. Il faut dire qu'avec des retours sur investissement au-dessus de 10%, des taux de défaut à zéro et des garanties solides, il était difficile pour les investisseurs de résister à ce qui ressemblait au meilleur couple risque-rendement du marché. Les choses se gâtent néanmoins et la forte hausse des taux à laquelle on assiste pourrait remettre en question le modèle du crowdfunding aux grandes dames des marchands de biens et des investisseurs. Qu'en est-il réellement ? Quels risques pèsent sur le secteur et comment s'adapter à des conditions de marché plus compliquées ? On en parle avec Gauthier Allard, directeur général de Club Funding, groupe dédié au financement de l'immobilier, qui compte la plus grosse plateforme de crowdfunding immobilier en France, avec plus de 900 projets, 1 milliard d'euros de financés depuis sa création en 2015. Au fil de la conversation, on verra quel est le positionnement du crowdfunding immobilier vis-à-vis des banques et circuits de financement plus traditionnels, quel est son modèle économique. Quelles sont pour les investisseurs les différentes façons d'investir dans un projet IMO via le crowdfunding et quels critères regarder en priorité pour dérisquer son placement en fonction du niveau de garantie à apporter ? Comment le retournement du marché immobilier peut impacter le secteur et comment s'y préparer ? Pourquoi Club Funding décide de s'étendre à l'étranger et où y a-t-il le plus de potentiel pour répliquer le modèle hors des frontières ? Une conversation qui devrait t'intéresser, que tu sois marchand de biens ou investisseur en recherche de rendement. Et avant de démarrer, un mot de remerciement pour les soutiens du podcast cette semaine, ces personnes qui nous font l'honneur de nous envoyer des messages, des avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Merci à Kiki, Missy, Ange et Christine pour les messages sur Spotify. Merci à Pierrick, Adèle et Thomas pour les messages sympas également par email et sur Insta. Allez, sans plus attendre, on parle crowdfunding immobilier avec Gauthier. C'est parti. Salut Gauthier, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Salut Paco. Dans ces magnifiques studios, on en parlait en off un peu prêtés par Orso Media, merci à eux. Écoute, ça me fait plaisir de te recevoir parce que on va parler de quelque chose qui est très proche en fait, non seulement de mon activité moi aussi, de l'activité de beaucoup qui nous écoutent parce que c'est beaucoup des investisseurs qui sont dans le locatif, qui se posent la question du marchand de biens et aussi d'investisseurs qui s'intéressent au crowdfunding à immobilier pour tout simplement investir. Donc voilà, on va avoir pas mal de trucs à dire, donc c'est vraiment chouette. Avec plaisir pour aborder tous ces sujets. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui connaissent pas encore ? Oui, bien sûr. Donc Gauthier Allard, moi je suis directeur général de Club Funding. J'ai 33 ans et ça fait un peu plus de 6 ans que je suis chez Club Funding. Et avant ça, j'ai un profil qui est plutôt complémentaire sur pas mal de sujets. Je suis ingénieur de formation. Je me suis spécialisé en finance et ensuite en immobilier pendant 3 ans également. Ok, donc tu as vraiment les deux aspects, ingénierie et... Ingénieur, finance et immobilier, ce qui permet de bien comprendre la complexité de l'immobilier, essayer de résoudre des problèmes également, proposer les meilleures solutions d'investissement possibles à nos investisseurs. J'ai l'impression que c'est le combo un peu magique ça dans les carrières quand tu as un profil technique et financier, c'est bon quoi. Ouais, j'ai toujours eu un peu le sujet d'essayer de pouvoir tout faire et c'est vrai quand on est ingénieur le scope est encore hyper large mais c'est assez drôle parce que j'ai quelques amis, on a des profils un peu différents de base et finalement on se retrouve tous à travailler en finance et en immobilier. J'ai d'ailleurs un de mes meilleurs amis qui travaille aussi chez Club Funding alors que lui avait fait du droit finalement au début et finalement là il se retrouve relation investisseur chez Club Funding. Enfin, c'est assez amusant. Ouais. Non, c'est cool. Je voulais que tu nous présentes peut-être ce qu'est Club Funding à la base pour qu'on comprenne, parce qu'il y a le parti crowdfunding, je crois qu'il y a d'autres activités aussi. Ouais, bien sûr. Alors Club Funding, on est un groupe
dédié au financement de l'immobilier. Ça représente les grosses activités du groupe, mais on a aussi 2 autres sociétés qui sont peut-être un petit peu moins connues du grand public. On a une société qui fait de la défiscalisation en girardin industriel, qui s'appelle CF Profina, et on a également une société de recouvrement de créances. Mais le gros de l'activité, c'est les activités qui sont dédiées à l'immobilier. Donc on crée des produits d'investissement pour des investisseurs pour pouvoir investir dans un sous-jacent immobilier contre des rendements qui vont être de l'ordre de 10%, même si aujourd'hui les taux ont un petit peu remonté. On est plutôt entre 10 et 12%. Et majoritairement, on le structure via des émissions obligataires qui permettent de toucher des coupons mensuels. Ouais, et c'est le gros de l'activité pour lequel le groupe s'est fait connaître. Exactement, on est quasiment 200 personnes dans le groupe. On a notre siège qui est à Paris. On a également des bureaux en Outre-mer. On a d'ailleurs prochainement aussi des bureaux à l'étranger dans d'autres pays. On cible l'Espagne et la Belgique. Sinon, pour en dire un petit peu plus sur Club Funding, on a été sélectionné dans le Next 40 assez dernièrement. Donc le Next 40, c'est les 40 startups les plus prometteuses. On en est très fiers parce que on se retrouve aux côtés de sociétés bien connues comme Blablacar, Doctolib ou plein d'autres. D'ailleurs, il y en a évidemment 40. Donc ça, c'est une belle fierté pour Club Funding. Et sinon, pour en dire un petit peu plus également, on a levé récemment des fonds. En fin d'année dernière, on a levé 125 millions d'euros auprès d'investisseurs institutionnels de 4 fonds. Donc aujourd'hui, on a au capital de Club Funding BPI, qui est le plus connu. Après, on en a 3 autres, Florac, Peninsula et également EMZ. Tu peux nous dire aussi comment... dans le crowdfunding immobilier, il y a pas mal de nouveaux entrants aussi. Ouais. Il y a pas mal de modèles aussi différents. Ouais, tu peux expliquer un peu comment fonctionne du coup crowdfunding là-dessus et comment il se différencie peut-être d'autres acteurs. Ouais, en fait, c'est vrai que le métier du crowdfunding est assez complet. Peut-être pour en dire un petit peu plus au niveau du volume global du marché. L'année dernière, ça représente 1,6 milliard. Club Funding, en termes de chiffres, on représente à peu près, c'est 500 millions d'euros l'année dernière, donc on représente quand même une grosse part de ce marché. Ça, c'est les collectes, 1,6 milliard. Ça, c'est les collectes, oui, tout à fait. Et donc on a plusieurs manières d'investir dans des projets immobiliers. Ça, c'est les plateformes qui le structurent. Donc il y a soit en equity. D'ailleurs, Club Funding a fait son premier projet en equity en fin d'année dernière, où les investisseurs donc possèdent des titres d'une société qui détient l'actif immobilier. Donc là, on a un objectif de TRI qui pourra être touché lors de la revente de l'actif. Ensuite, dans la majorité des cas, les plateformes utilisent de la dette pour financer les projets immobiliers. On va être sous forme d'obligations. Alors là, à nouveau, il y a plusieurs types d'obligations. Il y a les obligations simples. C'est majoritairement utilisé également par les plateformes, mais il y a également des obligations convertibles. Donc il y a une possibilité, au terme de l'opération, c'est comme une garantie, de convertir ces obligations en actions de société. Voilà un petit peu les 3 instruments financiers qui permettent de financer des projets qu'utilisent les plateformes. Donc il y a equity, obligations convertibles. Après, dans le crowdfunding, c'est assez large parce que initialement, il était bien connu pour financer des startups. Donc on a souvent assimilé le crowdfunding aux petits projets, des levées de fonds contre même, c'est du don ou contre des rewards qui sont pas forcément financiers. On va participer au lancement d'une nouvelle BD, ce genre de choses. Mais nous, c'est quand même bien différent. On a extrêmement professionnalisé cette activité et institutionnalisé cette activité parce qu'on finance quand même des projets qui sont assez importants. Des projets immobiliers qui représentent plusieurs, même dizaines de millions parfois. Club Funding peut financer des projets à partir de 100 000 euros jusqu'à 8 millions d'euros. Ça, c'est l'agrément de CIP qui nous le permet. Et prochainement, d'ailleurs, l'agrément de PSFP, donc l'agrément de CIP va être transformé et on sera capé à 5 millions d'euros sur l'activité de crowdfunding. Mais d'ailleurs, c'est aussi une des forces de Club Funding, c'est d'avoir d'autres filiales dans le groupe. Donc, je te présentais les activités un peu autres de l'immobilier. Mais dans l'immobilier, on a également une société de gestion qui gère des fonds
institutionnels. Donc on a aujourd'hui 3 fonds qui permettent de compléter les collectes qu'on fait sur la plateforme, donc en co-investissement, ce qui nous permet de pouvoir financer des projets parfois de 20 millions ou 30 millions d'euros. Et alors là-dessus, c'est pour ça que je me posais aussi la question, et tu disais que l'image de crowdfunding, de manière générale, était assez assimilée à des petits projets, etc. Et c'est vrai que ça reste toujours un peu la question, c'est quand on arrive en crowdfunding en tant qu'investisseur, est-ce que déjà, en fait, tous les principaux investisseurs privilégiés ont déjà peut-être pris la meilleure part du gâteau? Est-ce que nous, on se retrouve pas en bout de ligne, en fait, quand on arrive en crowdfunding, quoi? En fait, c'est pour un investisseur, tous les investisseurs sont traités au même niveau. C'est l'avantage, et les caractéristiques sont bien définies en amont du projet. Par exemple, pour financer un projet immobilier qui va être porté par un marchand de biens, les principales caractéristiques de cette émission, ça va être déjà, il y a le taux de rémunération. Donc, encore une fois, il est compris entre aujourd'hui 10 et 12%, voire même 13% parfois. Il y a la maturité, qui est un élément aussi très important. La maturité sur les financements proposés par Club Funding, sur les produits financiers, on va être souvent entre 6 mois et 36 mois, mais en moyenne, on est autour de 24 mois. Et on va également avoir le package des garanties qui est listé. Et ça, tout le monde y a droit. C'est-à-dire que les garanties sont pari passu à l'ensemble des investisseurs. Donc tous les investisseurs sont traités de la même manière. Et dans ce package de garanties, et ça, il faut être très attentif, parce qu'on va retrouver des garanties qui sont des garanties réelles sur l'immobilier, comme une hypothèque, une fiducie, et d'autres qui sont plus des garanties corporate ou personnelles, comme une caution personnelle du dirigeant, une caution personnelle d'ailleurs qui peut être notariée. Voilà, il y a des petites subtilités, mais qui rendent le plus sécurisé possible l'opération et l'investissement qui est proposé à nos souscripteurs. Ouais, et les garanties, c'est important. Je pense qu'on en reviendra, on y reviendra après. Mais sur le fonctionnement même, en fait, de la plateforme, il y a des différences, notamment avec des acteurs qui proposent du locatif, de recevoir des parts de loyer. Vous êtes sur du coupon mensuel. Il peut y avoir aussi des remboursements simplement in fine. En fait, c'est quoi dans votre modèle ce qui est C'est vrai qu'on a été un des seuls à faire des coupons, à proposer des coupons mensuels à nos investisseurs, et ce qui fait également une raison du succès de Club Funding, parce que le gros avantage pour un investisseur qui va investir un certain montant, il va pouvoir toucher dès le mois suivant son intérêt, une partie de cet intérêt, plutôt que d'attendre 2 ans ou 3 ans si le projet a une maturité de 3 ans pour pouvoir récupérer son capital et ses intérêts. Ensuite, il y a d'autres plateformes qui ont mis en place des investissements locatifs. On l'a fait aussi en mettant en place un partenariat avec Colonize. On était sur des maturités un petit peu plus longues, avec des rendements qui étaient quand même de l'ordre de 10%. Donc on l'a fait à plusieurs reprises, ça a bien fonctionné. Aujourd'hui, on est en train également de structurer une offre pour essayer d'aller chercher des investissements un petit peu plus long terme. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on se concentre beaucoup sur 2 aspects. C'est l'aspect financement en obligation en unitranche, donc avec des garanties très fortes, et également sujet equity, parce que sur les sujets equity, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on donne accès à nos investisseurs de manière fractionnée à la propriété de l'actif, donc qui sont souvent, ils détiennent 95% de la société qui détient l'actif, et derrière il y a des rentabilités qui sont assez fortes. On met en place des rendements de l'ordre de 15%. C'est le TRI de l'opération, et qui est en plus prioritaire sur la marge. Donc on a quand même des rendements qui sont assez forts. C'est vrai que d'autres proposent peut-être des rendements qui sont un peu plus étalés dans le temps avec l'investissement locatif, mais c'est vrai que on a du mal à trouver mieux d'une certaine manière que de la proposition qu'on fait à nos investisseurs aujourd'hui, de dire vous allez acheter à plusieurs un actif, vous allez participer à une opération d'une certaine manière de marchand de biens, et vous allez donc sortir du risque de l'opérateur parce que vous possédez l'actif, et en plus de ça, vous allez avoir une rentabilité qui est plus élevée, qui est de l'ordre de 15%. Donc c'est quand même quelque chose aujourd'hui. Enfin, on a du mal quand même à trouver des produits qui rentabilisent autant son investissement. Et comment ça se passe sur ces 2 modèles-là en termes de flux? Ce que je comprends, et tu me dis si je me trompe, mais sur la partie purement dette, en fait, quand il y a du coupon mensuel, ça veut dire l'opérateur, il paye lui un intérêt mensuel qui arrive directement chez l'investisseur. Il n'y a pas de rétribution
ou de prise sur les fonds propres de la société Club Funding. Et sur l'autre partie, par rapport, tu disais avec des rémunérations quand on était dans l'equity, là c'est quoi, ces versions de monde dividende, comment ça se passe? Exactement, c'est ça. Donc le coupon, donc c'est payé par l'opérateur, le marchand de biens ou le promoteur qui va payer. Donc on s'occupe de toute la logistique, mais on reverse la totalité des coupons sans prendre aucune commission à nos investisseurs. Donc ça c'est assez simple. Il y a un impôt qui est payé sur ces intérêts, qui est la flat tax de l'ordre de 30%. Et sur le sujet equity, c'est un petit peu différent parce qu'on attend la fin de l'opération. Il faut que l'opération soit vendue et on reverse les intérêts sous forme de dividendes. Alors l'avantage, c'est quand on met en avant un TRI de 15%, c'est un TRI qui est après taxe de la société. Donc la société vend son actif, paye ses impôts et ensuite distribue les dividendes aux investisseurs. Et ces dividendes représentent, en tout cas c'est l'objectif, 15% annuel de rendement sur le projet. Avant flat tax aussi. Avant flat tax aussi, ouais, tout à fait. Ok. Et comment fonctionne en termes de tarifs du coup, parce que tu dis que tu rémunères pas, enfin la plateforme se rémunère pas sur les intérêts, les coupons notamment, c'est vraiment un pass-through, quoi, comme on dit en anglais, un tunnel. Comment est-ce que vous prenez les frais, en fait? Est-ce que tu peux nous, on prend des frais de structuration pour le travail d'analyse qui est fait. Donc, c'est directement le marchand de biens ou le promoteur qui va rémunérer Club Funding. Donc, c'est au niveau de la structuration du deal que vous prenez un fee? Exactement. Exactement, parce que donc on a une équipe d'analystes, de quasiment 15 analystes qui vont analyser tous les dossiers qui sont reçus par Club Funding. Ça fait une quantité, on se rend pas bien compte, mais elle est énorme, cette quantité. C'est plus de 1500 dossiers qui sont analysés. On a 4 comités par semaine. À chaque comité, on présente entre 2 et 3 dossiers. Donc on a vraiment industrialisé le process d'analyse, de constitution du dossier de crédit. On prend le temps évidemment d'analyser chaque dossier, de poser des questions aux opérateurs, de poser des questions donc sur le corporate, mais également sur le projet. Donc on constitue ces dossiers de crédit, on les présente en comité, ils sont sélectionnés à ce moment-là. En fait, tout ça nécessite une rémunération et c'est l'opérateur qui est prêt à payer pour ça. Donc, si on prend une opération où il y a 10% d'intérêt, donc ça, c'est l'opérateur qui le prend en charge, il le prend sur sa marge. Ensuite, vous prenez combien à peu près en fait, sur un deal classique? Nous, ça va être entre 4 et 6%. Ok. Suivant la durée des projets. Donc, coût total pour l'opérateur, c'est plutôt autour de 16-17% finalement. En fait, pas tout à fait, parce que souvent, une opération, elle va s'étaler sur 24 mois. Donc, quand on le finance à 10%, sur 2 ans, on va être plutôt à 12,5% ou 13%, suivant la durée, suivant le taux également. Ça marche, ouais, je vois. Et vous, votre relation sur le marché par rapport aux banques, au financement, en fait, comment vous vous positionnez là-dessus, en fait? Nous, on s'est toujours positionné comme un partenaire des acteurs bancaires. On intervient souvent là où ils interviennent pas. Donc initialement, donc ils finançaient pas les fonds propres, donc on a commencé en finançant les fonds propres des opérateurs immobiliers. Et là, dans le contexte actuel, il y a beaucoup de banques qui ont levé un petit peu le stylo et elles financent moins certains actifs ou même certains opérateurs pour des raisons qui sont propres aux banques. Ils ont plus de contraintes de déploiement, donc on intervient. Là où elles interviennent pas. Et donc, il n'y a pas qu'une question aussi de sélection des dossiers, il y a aussi une question de rapidité. Et soit un opérateur vient nous voir pour notre capacité à décaisser des fonds plus rapidement et analyser les opérations. Par exemple, il y a des vendeurs qui peuvent être assez pressés de vendre. Donc, les acquéreurs, ils vont essayer de négocier un prix qui va être plus faible en contrepartie de la capacité de sortir les fonds plus rapidement. Et c'est là où on va intervenir. C'est déjà arrivé qu'un opérateur, lorsqu'on lui demande comment il avait réalisé sa négociation et pourquoi le prix d'acquisition était si faible, il a dit mais en fait c'était très simple. Aucun acquéreur était capable de lui signer une promesse sans condition avec un laps de temps de simplement 2 mois. Et parfois même, certains opérateurs passent même pas par une promesse, vont directement à l'acquisition. Ils peuvent encore négocier des prix encore
plus faible. Et dans ces cas-là, c'est vrai que les banques parce qu'elles ont plus de contraintes, sont un petit peu plus lentes à se positionner. Donc là, nous, on intervient et c'est pour ça qu'on reçoit aussi beaucoup de dossiers et qu'on arrive à avoir des garanties de premier rang aujourd'hui. Donc si moi j'ai une offre acceptée d'un vendeur, je sais que je peux compter sur le financement de Clubfunding en combien de temps à peu près? Une offre acceptée d'un vendeur, c'est-à-dire si c'est une opération qui est déjà vendue ou c'est non, plutôt... une offre que moi je fais une offre d'achat sur un bien Ah oui. que je souhaite après revendre, j'ai besoin de le financer l'achat, je voudrais la rapidité et j'arrive à négocier ça, c'est combien à peu près? Ouais, c'est à peu près 1 mois, on va dire. Ça peut être plus ou moins court. Okay. Parfois, on peut aller même plus vite sur des opérateurs qu'on connaît bien, sur des opérations très simples. On peut le faire en 2-3 semaines. Mais bon, bien souvent, c'est 1 mois. Après, parfois, c'est des durées qui sont un petit peu plus longues parce que c'est plus l'opérateur qui nous demande plus de temps parce qu'il a négocié... il a signé sa promesse, mais il y a des délais de 3 mois pour réaliser l'acquisition. Donc on s'adapte vraiment, on a la capacité d'aller très vite et comme la capacité de s'adapter au calendrier du marchand de biens. J'imagine qu'il vous faut aussi des choses parce qu'il ne se passe pas rien pendant ces 3 semaines-là, justement. En tant que justement investisseur, opérateur, il faut apporter quel type d'informations, dans quel délai, quel niveau d'effort ça demande? En fait, on a plusieurs niveaux de sélection et à chaque niveau de sélection, on va demander des éléments très précis. Dans un premier temps, on va demander des éléments corporate et également des éléments sur le projet. Les éléments corporate, ça va être par exemple les comptes consolidés du groupe, les 3 derniers comptes sociaux, le track record de l'opérateur. On va bien s'assurer qu'il a bien l'expérience et qu'il a déjà réalisé des opérations avec des marges importantes. On va regarder son tableau des opérations en cours, s'assurer qu'il n'y a pas d'opérations en difficulté dans le groupe. On va regarder son tableau patrimonial et ça c'est un des points qui est assez essentiel au niveau de l'analyse corporate. On s'assure systématiquement que l'opérateur a du patrimoine aussi à côté pour pouvoir payer les coupons mensuels notamment. On va après parfois demander même un cash flow groupe. En fait, tout dépend à quel point l'opérateur est connu au nom de Clubfunding, mais on va demander donc une batterie de documents sur le corporate et également donc sur l'opération. Et là, c'est des éléments qui sont assez classiques. On va demander le bilan de l'opération, de marchand de biens. On va demander la grille de commercialisation, un cash flow de l'opération, la promesse de vente, l'offre d'achat, savoir s'il y a déjà des touches pour la sortie, ce genre de choses. Donc on va faire vraiment cette analyse-là. Et donc ça, on l'envoie. C'est les personnes qui vont sourcer les dossiers qui envoient tous ces éléments-là à nos analystes. Et en plus de ça, l'analyste va faire ce qu'on appelle chez nous un check dirigeant. Et ils vont regarder dans un outil, savoir le track record défini du dirigeant, voir tous les anciens mandats qu'il a eus, s'assurer qu'il n'a jamais eu de liquidation, s'assurer que toutes ces sociétés sont saines. Donc ça, c'est ce que les analystes peuvent faire. Et en plus de ça, on se renseigne sur l'opérateur, sa réputation. Ça nous arrive aussi d'appeler des banquiers parfois, quand on a un doute, ou même d'autres plateformes, quand on voit que l'opérateur a été financé sur d'autres plateformes, pour s'assurer que tout est sain et qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, on demande quand même pas mal de documents, mais les opérateurs sont habitués à tout ça parce que pour se faire financer par une banque, c'est la même chose. Il faut envoyer beaucoup de documents. Et on va aussi demander par exemple une expertise sur l'actif. Donc c'est un expert indépendant qui va valoriser l'actif. Donc on se contente pas juste des éléments chiffrés de l'opérateur. Voilà, et même nous derrière, on a des outils qui permettent de challenger les grilles de commercialisation. Donc on est très attentif à tout ça. Ouais, le même travail que fait le banquier, mais vous êtes juste plus agile, plus flexible pour délivrer en termes de délai, quoi. Je me dis que les 3 semaines, quand même, c'est quand tous les signaux sont au vert, opérateur expérimenté, bon track record, tout est clean. Après, s'il y a besoin d'expertise ou quoi, ça va être ça prend toujours un petit peu plus de temps. Ouais. Et ça peut financer combien, 90%, 95% de la LTV de l'opération. Si par exemple je prends pas de financement bancaire, je souhaite tout financer via Clubfunding. Ça va être entre 70 et 90%, suivant la qualité de l'opération. Et on reste assez agile sur ce sujet parce que je prends l'exemple d'un appartement qui va être acheté à 5 000 € du mètre. Bah forcément, on va pouvoir financer avec une LTV plus élevée
qu'un appartement qui est acheté à 7000 du mètre, par exemple. Ça n'aurait pas de sens de traiter les deux sujets de la même manière, avec le même niveau de risque. Donc on prend vraiment du recul sur les sujets et on adapte les conditions en fonction de la qualité de chaque opération. Donc il y a quand même un apporté, on va dire, quand même 20-30% d'apport. Oui, c'est ça, sur certains sujets. Après, parfois, il a simplement que 10% à apporter. C'est possible. Il y avait un sujet sur le refinancement des fonds propres quand on a déjà été financé par une banque qui a la garantie premier rang, etc. Comment vous voyez ça, vous ? Est-ce que vous êtes ouvert à ce genre de truc ? Oui, mais c'est vrai qu'on le faisait pas mal à un moment donné, de refinancer les fonds propres d'opération. Aujourd'hui, on essaye, dans un premier temps, d'inscrire une hypothèque de second rang. Alors parfois, les banques refusent. Ce qu'on fait, donc il y a, on va dire, deux solutions. Soit l'opérateur a beaucoup de patrimoine à côté, on a confiance en lui, il a des comptes qui sont avec des rentabilités assez fortes, et on va pouvoir le financer en prenant que des garanties corporate et pas forcément de garanties réelles. On le fait de moins en moins. Ça va représenter 10% de notre activité, 10 ou 20% peut-être, mais pas beaucoup plus, et on va le faire à des taux plus élevés. Donc on va dire aux investisseurs, attention, l'opération, elle a été validée par Club Funding, on a confiance en l'opérateur, on a confiance dans l'opération, mais il n'y a pas de garantie réelle. On a juste entre guillemets, parce que c'est déjà fort d'avoir la caution personnelle, la GAPD de sa holding qui a un gros patrimoine, mais on n'a quand même pas l'hypothèque. Et on va aujourd'hui souvent le pricer à un taux qui va être de 12%. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est de venir inscrire, et on le fait assez souvent, une hypothèque sur un autre actif de l'opérateur. Les opérateurs qu'on finance, dans la majorité des cas, font ce métier depuis plusieurs années et ont réussi à constituer un patrimoine immobilier assez important. Donc, et souvent, dans ces actifs immobiliers, il y en a qui sont sans dette. Donc, on va venir gréver un de ces actifs avec une hypothèque, ce qui va lui permettre de libérer le cash et d'investir dans sa nouvelle opération. Ouais, c'est ça. Donc, faut pas que ce soit... faut effectivement un patrimoine immobilier à côté, qui est désintéressé et sur lequel on peut poser une hypothèque. D'accord. Ouais, donc il y a des choses à faire, effectivement un peu plus risquées, mais c'est quand même faisable. Ouais, après c'est justement d'un sujet qui était risqué initialement. Soit il reste en fonds propres, sans garantie réelle, auquel cas il y a un taux qui rémunère largement le risque, parce que derrière on a quand même tout un tas d'autres garanties. Soit on arrive à complètement, alors c'est pas forcément dérisquer l'opération, mais ajouter des garanties qui sont plus fortes via le patrimoine de l'opération. Et ça, c'est le travail de Club Funding, de passer beaucoup de temps avec l'opérateur pour connaître parfaitement le patrimoine des dirigeants, la qualité de l'opérateur, pour identifier quel axe prendre pour mieux sécuriser nos investisseurs. Et c'est peut-être là où effectivement vous prenez entre guillemets un peu plus de risques. Parce qu'une des choses qui m'était venue à l'esprit en préparant un peu l'interview, c'est que finalement vous êtes un intermédiaire. Il n'y a pas vraiment comme par exemple si toi le private equity, tu peux dire que les plateformes de private equity certaines mettent aussi un ticket dessus, donc sont intéressés dans le deal. Là, il n'y a pas vraiment de skin in the game. Là, c'est vraiment. Alors pas tout à fait. On le faisait d'ailleurs historiquement, on le faisait. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a quasiment pas un seul projet où il n'y a pas une personne de l'équipe Club Funding qui investit. C'est toute l'équipe investit dans les projets. Alors, c'est pas quelque chose qui est forcément contrôlé, mais on sait qu'à chaque fois, il y a quand même des personnes de l'équipe qui investissent. Et la qualité première de la plateforme, c'est aussi sa responsabilité par rapport aux investisseurs. À chaque fois qu'on fait un projet, on joue la réputation de Club Funding. Et si aujourd'hui on arrive à faire autant de volume et que les investisseurs réinvestissent au fur et à mesure, c'est parce que tous les projets se passent bien. À partir du moment où on perd la confiance des investisseurs, on perd notre activité. Donc on est 100% skin in the game. On fait tout pour que nos investisseurs soient satisfaits, parce que c'est notre activité. Si on n'a plus ça,
on a plus la capacité de financer les projets, on n'a plus d'activité. Ouais. Donc, mais il pourrait y avoir, et on va peut-être en parler notamment, il y aura sûrement un peu de casse, et pour autant l'investisseur est pas lésé parce qu'il est garant, enfin il y a une garantie qui permet de récupérer. Donc ça porte pas vraiment préjudice à la réputation vraiment de Club Funding, sauf si vraiment c'est 80% du portefeuille qui est complètement en défaut. Mais tu vois, c'est juste l'histoire que effectivement le niveau de garantie dont bénéficie l'investisseur permet en fait à Club Funding d'être un peu plus en marge, enfin en retrait entre guillemets. Mais là où je te rejoins, c'est effectivement s'il n'y a pas juste un défaut, mais qu'il y en a 3-4 et qu'on voit que c'est en fait l'analyse qui a été mal faite. Ouais, bien sûr. Parce que on a financé un peu plus d'1 milliard depuis la création. Il y a un peu plus de 300 millions d'euros qui ont été remboursés. C'est ça le track record de Club Funding, et on y tient beaucoup. Donc on est très vigilant sur les projets financés. Parce que c'est vrai qu'on est une société de services. Hein. On va finalement identifier les bons projets, les proposer à nos investisseurs. Mais encore une fois, on peut pas se permettre de proposer à nos investisseurs un projet dans lequel on ne croit pas à 100%. Et encore une fois, je pense que quasiment tous les projets qu'on a financés, il y a des personnes de Club Funding qui ont financé une partie du projet. Dans un court instant, on évoquera l'impact que peut avoir la remontée des taux sur l'activité crowdfunding, le type de contrat auquel on peut souscrire en tant qu'investisseur et les raisons qui poussent Club Funding à s'étendre à l'étranger. À tout de suite. Et pourtant, on est quand même dans une phase de marché maintenant, avec un retournement de marché qui ne fait peut-être que commencer, sans vouloir être alarmiste, mais en termes de cycle, ça semble naturel qu'on était dans un cycle depuis quelques années où tout allait bien, les taux étaient bas. Là, on passe sur un retournement qui fait que même si y a de la diligence qui est faite, etc., il y a forcément des défauts qui vont commencer à apparaître, parce que jusqu'à présent, sur toutes les plateformes de crowdfunding, on était à 0 défaut. Comment tu vois, toi, le marché immobilier de manière générale, et comment tu penses que ça peut impacter justement les taux de défaut? À quoi on peut s'attendre, quoi? Ouais. Le marché, il est évidemment plus compliqué aujourd'hui. Les délais de commercialisation sont beaucoup plus longs. Donc, les promoteurs n'arrivent pas forcément à récupérer le cash dans les temps voulus. Les marchands de biens aussi, d'ailleurs. Donc, on voit davantage de prorogations qui sont demandées. Prorogation des émissions obligataires. Dans ce cas-là, Club Funding traite évidemment le sujet. L'idée, c'est pas non plus de taper sur tous les opérateurs. On se doit quand même de les accompagner quand c'est justifié. Donc dans ces cas-là, on fait systématiquement une réunion avec l'opérateur. Il nous explique pourquoi c'est décalé. On va regarder le dossier, on va voir l'évolution. Alors même s'il y a un suivi évidemment déjà tous les 3 mois, donc on connaît déjà l'évolution en amont. Mais quand on sent que ça s'écarte un petit peu de la route, on fait un point avec l'opérateur, on essaye de trouver des solutions avec lui et de comprendre aussi quel est notre risque. Typiquement, quand on finance en premier rang un actif, qu'on a financé 70% de LTV, lui il a mis des fonds propres et que la marge elle était initialement de 20%, ça laisse quand même un petit buffer qui nous permet d'être sécurisé. Donc c'est pas très grave en soi si c'est décalé dans le temps. Dans ces cas-là, on négocie toujours une augmentation du taux pour nos investisseurs et parfois même une garantie supplémentaire. Lorsqu'on était en fonds propres sur une opération, on va dire finalement on va reprendre une garantie supplémentaire sur un de tes actifs et on va augmenter le taux pour favoriser au mieux le remboursement dans le délai de prorogation. En tout cas, on est très attentif à ça. Donc ça, c'est le premier point. Donc c'est des délais qui sont un petit peu plus longs. Ensuite, il y a évidemment des prix qui peuvent commencer un petit peu à baisser. Et là, c'est un petit peu ce que je te disais. Tout dépend de notre niveau de risque sur l'opération. Mais lorsqu'on sélectionne des projets, il y a quand même la marge de l'opération qui est sur une opération de marchand de biens qui va être entre 15 et 20%. Donc il faudrait qu'il y ait une baisse de marché de cet ordre-là pour qu'on commence à toucher les fonds propres de l'opérateur, parce qu'après il y a la couche fonds propres opérateur et ensuite il y a la couche financement obligataire. Donc il y a quand même souvent 20 à 30% qui nous permet de voir un peu anticiper une baisse de prix. Après il y a des sujets qui sont plus compliqués que ça. Tout n'est pas rose non plus et tout n'est pas simple. Il y a des projets de promoteurs qui voient leur entreprise travaux déposer le bilan.
donc des vrais sujets sur les travaux et de la création de valeur qui était prévue, qui ne se fait pas forcément. Et dans ces cas-là, on essaye de voir avec les opérateurs quelle est la meilleure sortie. Parfois, il vaut mieux vendre immédiatement l'actif et qu'il accepte de perdre sa marge, qu'il perde même peut-être des fonds propres, et que l'opération ne permette peut-être pas forcément de rembourser même la totalité du financement obligataire, mais à contrario, c'est pas pour ça qu'on va accepter de pas rembourser nos investisseurs, mais on va aller chercher d'autres actifs du groupe. Et c'est là aussi l'importance de sélection des dossiers des plateformes. C'est que quand on sélectionne un opérateur qui a du patrimoine à côté, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, l'opérateur il va accepter que dans des périodes plus compliquées comme celle qu'on vit aujourd'hui, de vendre des actifs ou d'allouer le cash flow qui dégageait sur ces activités-là pour rembourser des fonds obligataires sur d'autres sujets. Faut pas oublier quand même, parce que là c'est vrai qu'on rentre dans une phase qui est un peu plus compliquée, mais il y a quand même, on sort de quasiment 10 ans assez incroyables sur l'immobilier, où les marchands de biens et les promoteurs ont pu quand même générer des marges très importantes, sont constitués comme un trésor de guerre. Donc ils ont quand même des capacités de voir venir des périodes un peu plus compliquées en immobilier. Et c'est pas le cas de tout le monde, parce que notamment les nouveaux opérateurs qui sont lancés l'année dernière au moment où c'était au plus haut, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on s'est fait fort de sélectionner des opérateurs qui avaient un track record un peu plus important pour éviter ce type de situation. Tu parlais, pour se garantir justement de ce genre de choses, dans la sélection des niveaux de marge. Donc le buffer, il vient des fonds propres et des marges. Sur certaines opérations, là je regardais celle qui est en cours actuellement, on est plutôt sur des marges à 10%. J'imagine aussi que vous regardez autre chose que ça, que juste la marge. Il y a la complexité de l'opération, etc. Parce que c'est pas pareil d'avoir une marge de 10% sur une rénovation d'un appart dans un quartier cœur de ville ou une marge sur de la surélévation dans un immeuble de rapport. Voilà quoi. Oui, c'est sûr. Typiquement, hier, on a financé une opération. Je crois que la marge n'était pas si élevée que ça. Ça devait effectivement peut-être être autour de 10%. Mais à contrario, l'opération était bien sécurisée. Il s'agissait d'une acquisition d'une maison sur un grand terrain, la découpe du terrain pour pouvoir construire d'autres maisons sur ce terrain. Et tout était commercialisé en amont de l'acquisition. Donc il y avait déjà ce qu'on appelle la DP, ce qui permet de diviser le terrain qui était obtenu et purgé. Et toutes les promesses de vente étaient signées sur, je crois que c'était 3 lots. Il y avait 2 lots de terrain et également la maison, le bâti existant qui était déjà revendu. Donc tout est à peu près, tout est sécurisé. Le risque qui est un risque quand même qu'on identifie aujourd'hui, c'est que les acquéreurs n'aient pas leur financement. Donc ça, on est aussi assez vigilant. Une opération qui, à une époque, était 100% commercialisée, était, à notre vue, quand même vraiment dérisquée. Aujourd'hui, il y a quand même le risque que ça revienne sur le marché parce que les acquéreurs n'aient pas leur financement. Mais bon, en tout cas, sur le papier, ça reste quand même une opération qui est extrêmement bien ficelée. Là, en l'occurrence, on avait en plus une garantie de premier rang sur l'actif. Et donc, même si la marge a été de 10%, je crois qu'au niveau de notre encours, on n'avait pas financé plus de 80 ou 90% du montant total. Donc, ça fonctionne quand même assez bien. Et le risque est assez faible. Et la rentabilité derrière était quand même de 10% pour une opération qui va s'étaler sur 18 mois. Où il y a juste, finalement, à ce que les acquéreurs aient leur financement. Et mine de rien, il y a quand même aujourd'hui des banques qui continuent de financer les acquéreurs. C'est simplement que c'est à des taux un petit peu plus élevés. Est-ce qu'on pourrait justement faire un petit peu un suivi un panorama des critères de sélection pour un investisseur, pour le coup, là, qui va choisir avec les informations qu'il a, les projets sur lesquels se porter? Il y a un truc qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que ce que tu sembles dire par rapport au financement, c'est qu'en fait, quand on a déjà une banque, un financement bancaire, en fait, c'est pas forcément un point positif. Ça peut être, pour une opération qui a pas quand on l'a, pardon, mais en fait, quand l'opérateur demande un financement complet de son opération, c'est mieux que quand il doit demander un financement bancaire, puis peut-être un refinancement de son fonds propre. En fait, c'est la garantie. C'est vrai que pour un investisseur, je conseillerais de regarder déjà, dans un premier temps, quoi qu'il arrive, la qualité de l'opérateur. C'est vrai qu'on a un peu ce sujet de se dire, un très bon opérateur, il va savoir gérer une mauvaise opération,
plutôt qu'un opérateur qui n'a pas d'expérience. Une bonne opération, elle peut se transformer. Donc, je dirais déjà regarder la qualité de l'opérateur, et ensuite, c'est vrai que les garanties, c'est très très important de bien les comprendre, parce que c'est quand même complètement différent d'avoir une fiducie sur un actif, contrairement à pas de garantie réelle. La fiducie, ça permet quand même une chose, c'est de pouvoir sortir quand même un peu du risque de contrepartie, qu'à tout moment, en cas de défaut, on peut procéder à la vente de l'opération sans que ça soit des délais qui soient trop longs, qui sont les délais de la justice française. Alors qu'avec une hypothèque, c'est le point positif, c'est de se dire que même si ça dure X temps, j'ai quand même de fortes chances d'être remboursé, parce que il y a une garantie réelle sur l'actif. Par contre, pour pouvoir activer et forcer la vente, ça va être des délais qui peuvent être assez longs. Et quand on n'a pas du tout de garantie réelle, c'est-à-dire pas d'hypothèque ni de fiducie, c'est simplement qu'il faut peut-être passer un petit peu plus de temps dans l'analyse du dossier, parce qu'il y a quand même des bons dossiers qui sont financés sans garantie de réel. Ça s'explique. Là, par exemple, on est en train d'en financer un en mettant une fiducie sur une holding, sur les titres de la holding qui va détenir la cascade de sociétés avec la société projet. Donc on a quand même des garanties entre guillemets réelles de second rang, mais bon, ça justifie des taux qui sont un petit peu plus élevés, à 12% par exemple. Sur les garanties, du coup, la fiducie, c'est direct. Donc, en fait, concrètement, l'avocat, enfin, c'est un trust, en fait, où l'avocat dispose de l'actif qu'il peut revendre lui-même très rapidement. C'est des courriers, c'est mise en vente, décision. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas besoin de demander. En fait, l'opérateur a déjà signé les documents comme quoi il se dépossédait de cet actif. Dans quel délai ça se fait, si jamais ça va vraiment au tapis? Ça peut. En fait, tout va dépendre de l'état de la société. Si c'est une liquidation judiciaire, ça peut prendre quand même un petit peu plus de temps, parce qu'on rentre dans un schéma qui est assez encadré, mais sans liquidation, ça peut se faire en 3 mois à peu près, 3 à 4 mois. Parce qu'il y a quand même des process, c'est encadré. Quand on met en place des fiducies, on récupère pas non plus d'une certaine manière l'actif tout de suite. C'est le process de vente qui est lancé. Et comme tout process de vente, il va y avoir un appel d'offres. Ça va être la meilleure offre qui va remporter l'actif. Et dans ces cas-là, il y a une promesse de vente qui est signée avec des délais de 3 mois pour pouvoir réaliser l'acquisition. Donc c'est à peu près ça. Ça va être dire 1 mois pour lancer le process de vente et 3 mois pour réaliser la vente définitive. Mais l'avantage aussi pour les opérateurs, parce que pourquoi ils acceptent aussi ce type de garantie, c'est parce que l'idée de ces garanties, c'est vraiment de sécuriser notre financement. Mais tout ce qui est vendu, par exemple un financement, plutôt une vente à 10 millions d'euros, alors que nous on a réalisé un financement de 7 millions d'euros, le surplus va à l'opérateur qui possède l'actif. Donc il n'y a pas une réelle, enfin c'est pas une dépossession totale. C'est simplement qu'on n'a plus forcément la main sur ce qui se passe sur l'opération. Ça, c'est le plus gros. Donc, si on a fiducie, on est bien. Si on a hypothèque de premier rang, c'est pas mal aussi. Mais c'est plus de lenteur administrative. Oui, exactement. Et sur les aspects, donc tu parles de l'expérience de l'opérateur, il y a aussi le type de projet. Est-ce qu'on regarde ça aussi pour savoir si on est risqué? Oui, tout à fait. Alors après, c'est vrai que, par exemple, Club Funding va proposer tout type de classes d'actifs, que ça soit du résidentiel, du tertiaire. Dans le tertiaire, il y a les bureaux, les commerces. Nous, par exemple, quand on fait notre analyse, on va regarder le marché en fonction des classes d'actifs. Il peut y avoir des opérations de bureaux qui sont aussi peu risquées qu'une opération résidentielle. Et à l'inverse, une opération résidentielle qui va être plus risquée que du commerce. Tout dépend du prix d'acquisition. Donc on reste très, très flexible sur le sujet. Et par contre, on a quand même des sujets aujourd'hui qu'on a du mal à appréhender, qu'on fait quand même de moins en moins, voire plus du tout. Ça va être des bureaux en périphérie des villes, en première ou deuxième couronne parisienne, sur des gros volumes de bureaux. On a du mal à se positionner. Donc on reçoit des demandes, et là finalement presque, c'est d'une certaine manière, peu importe le prix d'acquisition. On a vu des bureaux à Asnières achetés vraiment pas cher par rapport au marché et aux comparables.
Par contre, on a décidé quand même de pas les financer parce que quand on a 50% de l'immeuble vide, peu importe de la valeur métrique à laquelle on l'achète, si on n'arrive pas à le louer, personne va l'acheter derrière. Et donc si personne l'achète, on reste un peu scotché sur l'opération. C'est quoi les exemples de cas critiques, justement, et pourquoi ça n'a pas marché en fait sur un projet? Ça, par exemple, c'est des dossiers qu'on a refusés, du coup, qu'on n'a pas financés. Et je suis en train de réfléchir, mais on en a financé très peu, voire quasiment pas, des immeubles de bureaux comme ça. C'est important parce que ça a toujours été un enjeu, parce qu'il y a un risque de locatif qui est quand même important, et après derrière il faut trouver en plus l'investisseur qui achète ce type de bureau, surtout qu'aujourd'hui il y a le marché qui évolue fortement, parce que avec les nouvelles législations il y a des travaux qui sont nécessaires. Il y a notamment le décret tertiaire qui oblige les opérateurs et les bâtiments à réduire la consommation énergétique des bâtiments, donc ça nécessite des gros réinvestissements. Et les institutionnels aujourd'hui, ils sont pas forcément prêts à acheter des actifs qui nécessiteront un gros travail derrière. Donc ils préfèrent acheter un actif sur lequel il y a déjà tous les sujets qui ont été purgés. Mais sinon, des opérations qui sont assez compliquées aujourd'hui, on en a par exemple une dans le sud de la France. C'était une opération de promotion. C'est un enchaînement de malchance d'une certaine manière. Une vente, l'actif était déjà vendu sans condition à un opérateur, mais l'opérateur a fait défaut. Il a pas acheté. Du coup, on attend 3 mois. Ensuite, on a une autre offre. Une autre offre intéressante. On signe l'exclusivité avec l'acquéreur. D'une certaine manière, l'acquéreur peut, entre guillemets, balader le vendeur, donc l'opérateur qu'on avait financé pendant un mois en demandant des pièces complémentaires. Finalement, il se retire de la vente. Donc, et c'est un peu ça l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus sur un marché où les acheteurs un peu dictent la loi au niveau des acquisitions, alors qu'il y a encore un an, c'était l'inverse. C'était les vendeurs avaient plus de force de pouvoir même sélectionner eux qui allaient acheter l'actif. Donc les acquéreurs, quand il y avait un petit sujet qui était pas parfait, ils se faisaient fort quand même de réaliser l'acquisition et après de le traiter dans un second temps. Aujourd'hui, ils vont être beaucoup plus à tatillon sur tous les sujets. Si dans un des documents administratifs il y a un petit sujet qui est pas purgé, une petite servitude, ce genre de choses, ils vont pas le faire. Donc c'est un peu ça l'enjeu. Et typiquement, bon, on a un opérateur qu'on a financé qui a un peu eu cet enchaînement de malchance, mais là on a échangé encore avec lui. Donc c'est un projet qui est un peu en souffrance, mais il a encore une offre qui va fonctionner avec des négos. Donc là on est sur le point d'aboutir. Donc les opérateurs qu'on finance lâchent rien aussi. Ils sont évidemment alignés avec nous et ils veulent sortir les opérations. Du côté investisseur sur la plateforme, donc on a vu les critères de risque en fait pour essayer de dérisquer le maximum. Mais il y a aussi l'aspect juste technique quand on investit, c'est-à-dire être sur le coup rapidement parce que ça part assez vite quand il y a des offres. Il y a des accès VIP en pré-vente. Quel est le ticket minimum pour y avoir accès à ce genre de choses? Le ticket minimum pour investir, c'est 1 000 euros. Ouais. Après, c'est vrai que sur les petits projets, donc inférieurs à 1 million d'euros, ça part quand même très vite sur la plateforme, mais ça s'explique parce que on a une base d'investisseurs qui est une base d'investisseurs assez patrimoniale, qui ont parfois quand même des grosses capacités d'investissement. Et qui mettent des tickets des fois plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc lorsqu'on lance un projet à 1 million d'euros, il suffit d'avoir 2-3 investisseurs qui vont mettre un ticket de 200 000 euros et la jauge elle va remplir et ça va limite un peu cracher et les investisseurs vont pas réussir à investir et c'est assez frustrant. Bon, ça c'est sûr que c'est le sujet. Après c'est pour ça qu'on essaye quand même au maximum d'apporter quand même un certain nombre de projets et des opérations aussi de tailles différentes. Un investisseur, lorsqu'on lance
une opération qui va être de 5 millions d'euros aura le temps de souscrire. Ça va pas se faire en 3 minutes, mais ça va se faire en quelques heures. Mais c'est vrai qu'il faut quand même toujours être assez attentif pour pouvoir investir dans les projets. Mais on communique avec les investisseurs, on leur envoie un mail la veille avec le dossier. Et ils reçoivent aussi un message on leur envoie un message lorsqu'on lance l'opération, et on envoie aussi un mail quelques minutes avant la collecte. Donc c'est un peu l'enjeu. Après, il y a des solutions aussi. Si on a un investisseur et qu'on n'arrive pas à souscrire et que ça devient trop frustrant, c'est aussi pour ça qu'on a créé notre société de gestion avec les fonds. C'est pour que les fonds puissent diversifier à la place des investisseurs qui n'ont pas le temps de se connecter, donc ils peuvent investir à partir de 20 000 euros, et derrière, l'engagement du fonds, c'est d'investir dans une multitude de projets pour vraiment diversifier le risque. Et le rendement des 10% minimum, vous du coup, si on regarde un petit peu à l'avenir, avec la hausse des taux, est-ce que c'est tenable d'offrir toujours ce genre de rendement Alors oui, c'est possible. Après, on a quand même augmenté nos taux. Initialement, on était plutôt entre 8 et 11%. Aujourd'hui, on est plutôt entre 10 et 13%. Et il y a aussi un facteur qui est vraiment différenciant, c'est qu'on était à 8 et 10% en finançant des fonds propres, parfois sans garantie réelle. Et aujourd'hui, on est entre 10 et 13%, alors que la majorité des cas, on a une hypothèque. Donc il faut aussi prendre ça en considération. Parfois, on a un investisseur qui nous appelle en disant « Mais attendez, vous êtes encore à 10 sur ce projet, je comprends pas, vous avez oublié qu'il y avait la hausse des taux. » Il dit « Mais en fait, c'est parce que le projet a rien à voir. » On compare les financements de fonds propres avec une caution personnelle comme garantie à une opération, on finance un actif avec une LTV à 60%, avec une fiducie, et on le fait à 10%. Mais le risque, il a rien à voir. Donc le taux, il a augmenté largement finalement, parce que c'était une opération qui était financée par les banques à 3% il y a encore un an. Donc, et nous, on la finance à 10%. Donc oui, les taux ont bien augmenté. Mais c'est vrai que vous prenez quand même plus de risques. Non, on prend moins de risques, mais le taux à 10% où on finançait les fonds propres reste à 10%, mais on prend une garantie qui est beaucoup plus forte, avec une LTV très faible. Donc le niveau de risque, il est vraiment très faible par rapport à ce qu'on faisait avant, même si le taux il est identique. Et d'une manière un petit peu en raccourci, l'investisseur dit mais vous avez oublié qu'il y avait que les taux restent identiques, comment ça se fait? C'est parce qu'on a augmenté nos garanties. Et ça, c'est quand même un élément qui est très important, c'est que aujourd'hui les opérateurs qu'on finance ont une approche un peu différente avec leurs financeurs. Avant, ils nous challengeaient beaucoup en disant moi je veux pas donner ma caution perso et de toute façon j'irai voir sinon un autre financeur. Aujourd'hui, c'est différent. Tous les opérateurs on recherche quand même des partenaires financiers, donc ils négocient pas tous ces sujets-là, ils nous mettent moins en concurrence, donc on arrive à avoir vraiment des packages de garantie qui sont vraiment très importants. Donc c'est vrai que c'est un peu peut-être contre-intuitif, mais dans le marché immobilier aujourd'hui, souvent tout le monde dit faut faire attention à l'immobilier, c'est hyper risqué. Mais en fait, d'une certaine manière, c'était risqué il y a un an, parce que lorsqu'on analysait un dossier il y a un an, parce que c'était les éléments de marché, on n'anticipait pas forcément cette hausse des taux. Donc quand on regardait les taux de cap de sortie, on prenait des taux de cap à 3,5. Mais parce qu'on avait des expertises qui nous disaient, des experts indépendants qui nous disaient non mais ça sera vendu à 3,5. Finalement, les taux, ils ont explosé en 6 mois. Et aujourd'hui, les experts nous disent non, ça sera du 4 ou du 5%. Mais aujourd'hui, tous les dossiers qu'on analyse, on prend en compte ces éléments-là. Donc les prix d'acquisition sont plus faibles, les prix de sortie sont plus faibles aussi. Et notre scénario crash case, il est fait avec des critères actuels. Donc on arrive à sécuriser davantage. Et comme je le disais, comme les banques financent peut-être un petit peu moins, on a des garanties encore plus fortes et on a des taux qui sont soit égaux, soit plus élevés, même avec des garanties plus fortes. Donc finalement, c'est plutôt le moment d'investir sur les produits que propose Club Funding, parce qu'on a une super bonne rentabilité, on a des garanties qui sont fortes, et c'est surtout que tous les projets qui sont proposés aujourd'hui ont anticipé la crise
les sujets immobiliers qu'on connaît aujourd'hui, avec la remontée des taux, les délais de commercialisation plus longs. Ouais, tout ça, c'est intégré aujourd'hui dans l'analyse. Ouais, donc c'est finalement presque le moment d'investir dans les projets qu'on propose. Par exemple, on a vu une opération, on va la proposer à la rentrée, c'est du résidentiel dans Paris, un immeuble, d'ailleurs on va le faire en equity avec un super partenaire. L'acquisition, c'est à moins de 6 000 euros du mètre, un immeuble en bloc. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu en 10 ans, ou peut-être en tout cas depuis la création de Club Funding, on n'a pas vu des prix d'acquisition aussi faibles, et dans le 20e bien placés. Et là, sur une opération equity, on rentre avec l'idée qu'on va revendre l'immeuble en faisant une plus-value rapidement. Est-ce qu'il y a aussi des types de projets différents sur la partie equity quand on rentre Oui, tout à fait. Alors là, par exemple, quand je disais qu'on avait pris en compte des facteurs plus actuels, le prix de vente des appartements, en plus c'est des petites surfaces, il va être de 8 500 du mètre. Donc c'est même aujourd'hui, ça serait un prix décoté. C'est pour ça qu'on est hyper confiant sur ce type d'opération. Donc on fait pas mal de résidentiel, mais ce mois-ci, on va également faire en equity un projet qui est tertiaire de bureaux dans Paris, qui est extrêmement bien situé. C'est une opération qui est située dans le 8e, et le prix, il est également décoté. C'est une acquisition qui est autour de 12 000 euros du mètre, voire même un petit peu en dessous de 12 000 euros du mètre. Là, on a vu une opération dans la même rue, il y a 6 mois, revendue à 27 000 euros du mètre. Donc, évidemment, quand on propose ça à nos investisseurs, on est confiant parce que, en plus, l'avantage de Club Funding, c'est qu'en tant que leader, on a eu un flux de dossiers plus important, un track record plus important, et on a vu une opération de marchand de biens qui s'est déjà déroulée il y a 1 an avec un prix d'acquisition qui était déjà plus élevé que ça, avec une revente à un prix qui est à 27 000 euros du mètre. Donc forcément, quand on achète à 12, on se dit, nos investisseurs sont bien sécurisés. Et sur la partie equity, du coup, vous internalisez le côté opérateur. Enfin, vous êtes l'opérateur ? Non, pas forcément, non. On s'associe avec des asset managers. Nous, on garde vraiment notre métier de financement, d'analyse, et on aime ce côté complètement indépendant lorsqu'on fait nos due diligence et qu'on challenge l'opérateur. On est là pour protéger l'investissement de nos investisseurs. Après, on a déjà aussi une société en interne qui peut faire de l'investissement, et on le fait également en gardant ce sujet, en essayant de garantir évidemment au mieux nos investisseurs, mais c'est vrai que dans les faits, on s'associe beaucoup avec des asset managers qui font ce métier depuis plusieurs années. Et là, il y a un mandat clair quand je rentre dans un projet en equity, qu'on va faire exactement ça, c'est-à-dire acheter l'immeuble, le vendre à la découpe. Ou est-ce que c'est plutôt genre je te fais un peu confiance, on achète sous-côté, donc dans tous les cas ça va bien se passer, tu le sors comme tu le sens et on va faire du plus à la fin. Oui, alors non, c'est encadré. C'est encadré, on signe 2 contrats, un contrat d'asset management avec donc la personne qui va gérer ce contrat d'asset management. Donc il reprend déjà la rémunération de l'opérateur qui va gérer l'opération, mais également on va échelonner cette rémunération en fonction des différentes étapes. Par exemple, si c'est un immeuble qui va être loué et que le projet c'est de faire des évictions, ensuite des travaux et une revente, on va dire si les évictions ont été faites dans le calendrier, tu vas pouvoir toucher tant. Si derrière la relocation elle se fait à un loyer supérieur à temps, tu vas toucher tant. Donc en fait, on engage évidemment l'asset manager dans l'opération pour que plus il avance et plus il est rémunéré, plus le TRI pour l'investisseur est dérisqué. Donc ça, c'est le contrat d'asset management. Et ensuite, il y a un contrat, c'est le pacte d'associés qui est signé avec l'opérateur, qui reprend toute j'allais dire la complexité, mais plutôt tout le sujet du contrôle de l'opération. Et dans ce pacte d'associés, on va lui laisser le champ libre à partir du moment où il va respecter le business plan qu'il nous a envoyé.
on va contrôler les dépenses à partir d'un certain montant, suivant l'opération. Par exemple, on peut dire pour toute dépense supérieure à 20 000 euros, on doit les valider en AG, et comme on est majoritaire, c'est nous qui allons décider si oui ou non tu peux faire cette dépense, ce qui n'était pas prévu au BP, parce que l'idée c'est pas non plus de tout challenger et de perdre en efficacité. Et c'est surtout l'avantage de ce pacte d'associés, c'est de dire on s'est engagé dans un BP à 24 ou 36 mois, au bout de 24 mois, si tu n'as pas atteint telle et telle et telle étape, on peut reprendre la main et on peut d'une certaine manière dire écoute, désolé, tu fais pas l'affaire en tant qu'asset manager. Et nous, on a deux options. Soit on essaie de reprendre la main dessus pour vendre au plus vite, et sachant que pour essayer de récupérer les marges pour les investisseurs, ou si ça nécessite encore beaucoup de travail, reprendre un autre asset manager qui va gérer. Mais voilà, on essaye de bien ficeler les choses. C'est quand même des sujets qui sont assez complexes. Et il faut être... nous, on est accompagné par des avocats pour traiter tous ces sujets. Ouais, c'est bordé, mais c'est quand même moins bordé que sur la partie obligataire. C'est pas que c'est moins bordé, mais c'est juste différent. Mais ça, c'est quasiment aussi bordé. C'est juste un peu plus engageant, mais parce qu'on est quand même propriétaire de l'actif, il faut gérer l'opération. Et la grosse différence, c'est que si l'opération se passe mal, on n'a pas de recours contre l'opérateur pour être remboursé. Donc, il faut faire une analyse plus approfondie de l'opération. Là où, sur les sujets en obligataire, on fait quand même une analyse approfondie du corporate, parce que si l'opération va mal, que l'opérateur nous dit désolé, l'opération va mal, je vous rembourse pas, non, ça marche pas comme ça. On va activer les garanties soit personnelles, soit corporate, pour qu'ils nous remboursent quand même, parce qu'on aura fait cette analyse-là. A contrario, j'imagine qu'il y a aussi de l'upside sur la partie equity. Si jamais un gros promoteur arrive, je vous rachète que tu n'avais pas vu avant, qui peut bénéficier à tous les investisseurs, tu n'as pas 15% de TRI, tu as beaucoup plus. Quoi. Alors, beaucoup plus... Peut-être pas. pas énormément plus. Ouais. Souvent, ce qu'on négocie, après, ça dépend des deals, mais ça va être 15% de TRI, et on va plutôt prioriser la marge pour quand même le sécuriser au mieux. C'est-à-dire, parfois on s'associe avec des cotes-parts un petit peu différentes. Avant que l'opérateur touche quoi que ce soit, nous on veut toucher 15%. Donc ça, on va plutôt se concentrer dessus, plutôt que de dire on fait 50-50 sur la marge et on verra ce qui se passe. Et s'il y a une marge énorme, on gagnera beaucoup. Par contre, s'il y a une marge assez faible, on gagnera que 50% de cette marge. Nous, on va dire, en fait, non. Si la marge elle est faible, on va toucher 15% et on touchera tout. Et c'est qu'à partir du moment où on a touché nos 15%, que toi, tu vas toucher beaucoup. Donc, ça l'incite aussi. Et quand je dis il va toucher beaucoup, c'est ce qu'on appelle le promote dans le jargon. Donc, c'est s'il arrive à développer les 15% de TRI, lui, il peut toucher 80% de tout ce qu'il y a au-dessus. Et nos investisseurs, ils vont toucher 20%. Et ça, c'est des négos qu'il peut y avoir en fonction des projets. Parfois, c'est un petit peu moins. Parfois, c'est un petit peu plus. Donc, l'upside, il reste avec l'opérateur vraiment, quoi. Voilà, c'est pour l'opérateur, parce qu'on a cette approche de plutôt garantir un minimum, et un minimum qui est élevé. 15%, c'est quand même pas neutre. Donc après, on pourrait tout envisager. Hein. Si demain l'opération, on pense qu'elle va avoir une marge qui est colossale, on va dire ok, on split avec l'opérateur, mais on a quand même toujours cette approche risque. Même sur des sujets equity, on n'est pas là pour faire porter un risque énorme à nos investisseurs en promettant une montagne de rentabilité. On considère que 15%, c'est déjà une bonne rémunération, et on préfère bien la sécuriser. Tu nous parles un petit peu de l'expansion internationale. Oui, c'est vrai que depuis 1 an ou 2, on a commencé à faire des projets à l'international. On a notre agrément qui va nous permettre de pouvoir financer directement les sociétés étrangères. Pour le moment, on a financé des acteurs français qui s'est développés à l'international, mais on a déjà ouvert plusieurs pays. On a déjà financé pas mal de projets en Espagne, au Portugal également, au Luxembourg et en Belgique. Et donc ça, on y allait pas à pas. On a appris les contraintes de chaque pays en passant par, notamment en Espagne, on a commencé à faire des opérations à Palma avec un opérateur qui nous avait déjà remboursé quasiment une dizaine de projets, plus de 30 millions d'euros, donc on connaissait très bien, et qui avait donc une filiale qui était basée en Espagne. Donc on a commencé à prendre le marché espagnol un petit peu avec lui.
Et derrière, on a eu par opportunité d'autres dossiers, d'autres opérateurs français qui se développaient, parfois même des opérateurs étrangers, mais qui avaient également une activité en France avec des sociétés françaises, et on finance des sociétés françaises pour financer des projets à l'étranger. L'idée là, est-ce que c'est parce que en termes de volume, vous voulez grossir et à un moment donné, la capacité du marché français arrive peut-être à ses limites? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment des vraies opportunités, des différentiels, des gaps, des choses spécifiques sur les marchés à l'étranger? Parce que c'est souvent un peu le rêve aux alouettes, tu sais, aux alouettes, de dire investissez, tu sais, on entend souvent défiscaliser, etc. Et ça peut toujours un peu prêter à questionnement, quoi. Est-ce que vraiment c'est une opportunité? Pourquoi y aller, quoi, en fait? On a toujours eu un souci de diversification. Donc c'est d'ailleurs en France, c'est pour ça qu'on finance pas non plus qu'à Paris, on finance partout en France. Donc il y a des points spécifiques déjà en France en fonction des régions. Et c'est la même chose à l'étranger. Par exemple, en Espagne, il y a encore moins, les acteurs bancaires sont encore moins présents. Donc on arrive quand même assez régulièrement à prendre des garanties de premier rang et à financer avec des LTV assez faibles. Et les rentabilités sur certaines opérations peuvent être un petit peu plus importantes parce que c'est peut-être un petit peu moins structuré au niveau des opérateurs immobiliers. Donc il y a des négociations sur les prix d'acquisition en bloc qui peuvent être un petit peu plus faibles parce que ça s'explique, parce que si il y a moins de cash disponible, peut-être moins de liquidité sur les actifs, donc des cotes un peu plus importantes lorsque c'est des gros volumes. Donc il y a un peu des points comme ça spécifiques. Après, en Espagne, par exemple, on a financé plusieurs sujets aux Baléares. C'est sûr que quand on finance une opération à Ibiza, c'est un petit peu différent. Il y a un marché qui est spécifique. Donc l'idée, c'est de pas mettre ses œufs dans le même panier, de financer un petit peu en Espagne. Pourquoi pas au Portugal aussi. Au Portugal, notamment, il y a une grosse émulation. Ça fait déjà quelques années, mais il y a vraiment des prix d'acquisition très faibles et des prix de vente avec des marges qui étaient colossales, parce qu'on achetait limite à 3 000 euros du mètre pour revendre à 10 000 euros du mètre derrière avec des rénovations, parce qu'il y avait peu d'acteurs. Il y avait beaucoup d'investisseurs étrangers qui investissaient au Portugal. Donc ça dépend un peu des périodes. Après, le marché immobilier, de manière générale, je pense qu'il est un peu compliqué en ce moment un petit peu partout, mais on arrive à identifier des zones d'intervention qui fonctionnent bien. Par exemple, le marché du Luxembourg, c'est sûr qu'il est différent par rapport au marché belge. En Belgique, les prix, historiquement, ont assez peu évolué. C'est assez flat. Donc, quand il y a des crises immobilières, ils baissent aussi de manière un peu plus faible que d'autres. Et quand ils montent pas beaucoup non plus. Mais donc voilà, c'est intéressant de pouvoir investir un petit peu partout. Et c'est aussi la proposition d'un investisseur qui viendrait chez Club Funding, qui est français, de regarder les dossiers de présentation et d'information des projets à l'étranger, de pouvoir mettre un petit ticket. Encore une fois, l'idée, c'est toujours de diversifier au maximum, de mettre 1 000 euros par-ci par-là, ou même mettre des tickets de 5 000 euros un peu sur tous les projets. Mais donc, c'était vraiment dans une volonté de diversification de produits pour les investisseurs. Ouais, après, on n'est pas quand même sur des marchés qui sont complètement contre-cycliques non plus, quoi, en fait. Tu vois, là, l'environnemental, il affecte toute l'Europe. Il y a, comme tu dis, il y a des spécificités micro qui plus de résilience du marché belge que d'autres. Mais je pense, il y a des marchés beaucoup plus volatiles ailleurs. Tu vois, États-Unis, Australie et tout ça. Oui. En Europe, ça reste quand même. Oui. Après, c'est aussi un sujet de développement et de croissance de la société. On est une équipe d'entrepreneurs. On aime bien le développement, identifier des nouveaux marchés, de nouvelles spécificités. Par exemple, encore une fois, en Espagne, il n'y a pas trop le système des SCPI aussi. Donc, on pourrait très bien se dire, on va se lancer dans des financements un petit peu plus long terme. Et c'est toujours un peu le même sujet aussi, c'est quand on se développe, parce qu'on parle beaucoup de projets, mais d'avoir une communauté d'investisseurs après étrangère, donc augmenter notre capacité de financement et de commencer à pouvoir structurer même des dossiers encore plus importants. Écoute, on arrive un peu sur la fin de l'épisode. Je vais te demander qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux investisseurs immobiliers
pour en termes de ressources, tu vois, pour pouvoir naviguer dans un environnement où il y a de plus en plus d'offres de produits, etc. Et comment être de plus en plus avisé? Qu'est-ce que tu utilises toi En fait, déjà, quand on passe par un partenaire, un prestataire pour investir, je regarderai son track record. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a envie d'investir de manière assez simplifiée dans l'immobilier, on pense au crowdfunding, on pense au SCPI, à de la dette privée, et même aujourd'hui à de l'immobilier fractionné. Il y a pas mal de nouveaux acteurs qui se lancent sur ce sujet. Mais il faut être aussi attentif au track record de ces opérateurs, parce que il faut être quand même assez légitime pour proposer des produits d'investissement aux investisseurs, parce que il y a un risque qui est quand même assez important. Par exemple, quand on regarde Club Funding et son track record, quand on a financé plus d'1 milliard et qu'on a remboursé plus de 300 millions d'euros, ça fonctionne. Et lorsqu'on fait des volumes, c'est ça aussi, je dirais aux investisseurs de regarder déjà les volumes traités par les plateformes, parce que lorsqu'on traite à peu près 500 millions d'euros par an d'investissement, c'est-à-dire qu'on a une base d'investisseurs qui réinvestit au fur et à mesure, qui font confiance. Donc c'est déjà, quand on voit une plateforme où on voit les niveaux de collecte qui diminuent, on peut se demander déjà pour quelles raisons. Souvent, un investisseur, lorsqu'il a eu des difficultés sur une opération, il va pas forcément réinvestir. Donc s'il réinvestit, que les volumes augmentent, c'est souvent parce que ça fait un petit peu effet aussi boule de neige. L'investisseur a été remboursé, il réinvestit plus. Donc ça, c'est le premier sujet. Il faut être aussi attentif aux agréments des plateformes, être sûr que la plateforme qui propose des produits le fasse de manière légitime, et le niveau de garantie aussi, parce que parfois on peut assez vite dire aux investisseurs, investir en direct dans l'immobilier, sauf que quand on regarde pour les professionnels, finalement on s'aperçoit on n'est pas du tout propriétaire de l'actif. En fait, on est même propriétaire de pas grand-chose. Donc, il faut faire attention. Mais il y a des sociétés qui se lancent et qui font les choses très proprement et de manière très très sécurisée. Club Funding a commencé à un moment donné aussi. Donc, on est bien content que des investisseurs nous ont fait confiance au début. Mais ça a pris du temps. Au début, c'est l'histoire de Club Funding, c'est les premières années, c'était 5 millions de collectes, la deuxième 10, la troisième 25, et ensuite voilà, on est monté au fur et à mesure, on s'est aussi éduqué sur le sujet au fur et à mesure, on s'est structuré au fur et à mesure, mais c'est important de passer par des acteurs qui ont une taille critique, parce que typiquement dans des périodes comme ça, un peu compliquées, il faut investir. Club Funding investit quand même ses fonds propres pour payer des avocats. C'est nécessaire quand on a des sujets qui sont compliqués. On est obligé de prendre un avocat pour échanger par avocat interposé. On a 5 ou 6 juristes au sein de Club Funding qui traitent tous les sujets juridiques. Et donc tout ça, c'est important, et on peut l'avoir que quand on fait du volume, parce qu'une petite plateforme qui vient de se lancer, qui fait un projet, si ça commence à se durcir et que le projet commence à se complexifier, je ne sais pas si la plateforme aura les moyens de payer un avocat pour protéger ses investisseurs. Donc c'est ça, c'est une manière déjà, avant même de regarder les projets, de bien choisir la personne qui propose ces projets. Et ensuite, évidemment, de regarder à chaque fois le projet. Et l'idéal, c'est de commencer un petit peu à tâtons sur tous les sujets. C'est pas de commencer à se dire, tiens, je vais faire de l'investissement fractionné en mettant toute ma trésorerie. Chez Club Funding, il y en a beaucoup qui ont commencé en mettant quelques milliers d'euros. Ensuite, l'avantage, comme on a les coupons mensuels, c'est qu'ils touchent déjà dès le prochain mois les intérêts, ils voient le suivi, comment c'est orchestré par la plateforme, il faut poser des questions à la plateforme, il faut voir la capacité de la plateforme à répondre de manière technique à tous ces problèmes. Et après, on peut commencer à investir des montants assez importants. Mais c'est vrai que là, l'investissement en immobilier, encore plus aujourd'hui, je trouve que le fractionné fait son sens, parce que essayer de faire une opération seule, aujourd'hui, c'est quand même compliqué d'avoir ces financements bancaires. Les taux sont quand même élevés. Ça prend aussi beaucoup de temps. Donc il y a le sujet des SCPI, et c'est pour ça que ça fonctionne autant en termes de volume de collecte. Après, le sujet des SCPI, c'est que justement elles ont collecté beaucoup
Donc elles ont acheté peut-être à des moments qui étaient un petit peu hauts. Et là, avec les expertises, on peut voir peut-être des expertises qui vont un peu dévaluer les SCPI. Donc je ne sais pas si c'est le bon moment forcément d'investir dans les SCPI, mais je trouve que la proposition de faire un peu ce qu'on appelle du crowd investing, de rassembler des investisseurs pour acheter des actifs, c'est assez pertinent, ou de continuer à faire du crowdfunding, où c'est encore une fois, c'est plutôt de la dette privée avec des tickets qui sont accessibles, et de faire attention, encore une fois, de bien segmenter les choses, parce qu'il y a dans le crowdfunding, il y a plusieurs types de projets, mais quand on finance un projet avec une fiducie, c'est finalement quasiment assez proche que de détenir l'actif, parce que c'est un tiers, un avocat fiduciaire qui va conserver la propriété pendant la durée de détention, et s'il y a un remboursement, dans ce cas-là, tout va bien. S'il n'y a pas de remboursement, c'est l'avocat fiduciaire qui va procéder à la vente pour le compte des investisseurs pour le rembourser. Donc c'est comme si presque on était propriétaire. Ouais, donc il y allait commencer avec un petit ticket, faire un cycle au moins pour voir comment ça fonctionne, pas tout mettre dans le même panier, et puis s'assurer effectivement des projets. Il faut être prudent, il faut prendre le temps de sélectionner son bon partenaire avant d'investir. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'espace aussi pour être agile. On parlait d'agilité, etc. Comme c'est un groupe familial également, ça donne l'impression quand même que en tant qu'investisseur, il y a peut-être si on grossit, si on entretient des liens et avec les opérateurs, avec la plateforme, de trouver des opportunités, ce qu'on pourrait appeler dans l'immobilier off-market, ce qui n'est pas vraiment off-market, mais de négocier, trouver des deals, s'engager, sans que ça soit forcément dans la rigidité, tu vois, d'une plateforme en ligne. Mais peut-être que je me trompe, parce qu'il y a la régulation aussi. Donc oui, non mais tout à fait. Non, mais on a quand même plusieurs branches au sein de la société. Après, on est extrêmement normé. Effectivement, on fait les choses de manière systématiquement réglementaire et sécurisée. Mais tu as raison dans le sens où sur des deals, parfois on appelle quand même certains investisseurs, notamment sur des club deals immobiliers. Parce qu'on propose à des investisseurs de faire du réemploi. C'est des investisseurs type Obéter sur des actifs immobiliers. Donc là, c'est parfois un peu de off-market parce que c'est accessible à des très gros tickets. Donc ça, on le fait. C'est vrai que commencer par la plateforme, c'est bien d'entretenir des bonnes relations après avec les relations investisseurs. Et après, on peut proposer pas mal de choses. Mais on a pas mal de projets dans les tuyaux qui sortiront prochainement. Mais c'est vraiment le cœur de métier de crowdfunding, c'est quand même d'essayer de proposer toujours des nouveaux produits à nos investisseurs, de s'adapter au marché, de sécuriser au mieux les produits qu'on propose à nos investisseurs. On n'est pas en train d'essayer d'avoir un profil de risque trop élevé. On fera jamais proposer du 20% complètement désécurisé. On essaiera toujours de trouver quelque chose qui nous permet de dire oui, on est confiant, on sait que ça a de fortes chances de fonctionner. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent poursuivre un peu la conversation avec toi? C'est quoi le meilleur canal pour te joindre? Je dirais LinkedIn. C'est assez simple, c'est visible, on peut me retrouver facilement, on peut m'échanger, je réponds sans problème. Super. Merci Gauthier pour cet entretien, c'était super intéressant. Merci beaucoup Paco. Et puis on se verra sans doute un de ces quatre. Avec plaisir. Ciao. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!